Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 2 des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour Alexa, bonjour Maude. Bonjour. Eh Bonjour bien Christine, aujourd'hui, bonjour à tous. bonjour. Et donc aujourd'hui, eh bien c'est Alexia notre invitée pour ce 11e épisode qui va être donc consacré à l'actualité de la formation. Et donc Alexia va nous apporter les éléments nécessaires et surtout importantes concernant les dernières évolutions de notre système de formation. Oui, merci Christine, je suis ravie de vous rejoindre et de remettre ma casquette de juriste pour faire le point avec vous sur la veille que j'ai pu faire sur ces dernières semaines, voire ces derniers mois, hein, parce qu'on s'était vu en janvier. L'idée, c'est de balayer un petit peu l'actualité, de retirer quelques points clés sur lesquels on pourra échanger dans le cadre du webinaire. Très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle les règles pour ceux qui les connaissent déjà. Je vous les énonce pour ceux qui ne les connaissent pas encore. On a une petite rubrique de chat dans la barre en bas de vos écrans pour lancer les échanges ou répondre à des échanges. On a également une rubrique questions et réponses pour poser des questions à notre invité. On reviendra dessus en fin de webinaire. Et suite au webinaire, vous aurez accès à une infographie qui vous sera envoyée par mail et au replay qui sera disponible sur le site d'Infort. Bien, merci Maude. Alexa, Eh ben, on je va vais se te laisser lancer. la Je question. vais Voilà, partager mon écran. voilà. Alors donc, si tu peux nous dire quelles sont les actualités concernant les acteurs du système de formation professionnelle. Alors Christine, effectivement, sur la partie acteur, pas mal de choses, dans ces, on va dire 3-4 derniers mois. On va essayer de rebalayer un peu tout ça ensemble, sachant que, s'il y a eu un certain nombre de textes qui concernent la gouvernance, on est quand même là dans une situation un peu particulière, il faut quand même se le dire. On a eu une dissolution, on a un gouvernement en attente, donc ça va forcément avoir une incidence sur, ce qui était potentiellement prévu en termes, de texte, hein. Je vous rappelle qu'il était attendu une loi, sur l'automne ou sur la fin de l'année qui devait reprendre un certain nombre de chantiers sur, la question de la formation, professionnelle. Étant donné, à la fois les questions de calendrier et les questions de portage politique, il est peu probable que cette loi sorte, tel qu'il avait été prévu initialement. Donc, faut avoir quand même ça en tête, au démarrage. Alors, sur les quelques points, je voulais revenir avec vous sur, des choses qui paraissent finalement loin aujourd'hui, alors qu'elles n'ont que, 4 mois. Il a été nommé un haut commissariat, mis en place un haut commissariat à l'enseignement et à la formation professionnelle, hein, avec un haut commissaire en la personne de monsieur de Vitry. Ça date d'un décret de mars 2024, donc c'est finalement très récent. L'objectif, c'était en fait de, mettre en place une structure qui reprend l'animation et le suivi, des principaux dossiers relatifs à l'enseignement et la formation professionnelle, au moment donné où on a changé, de gouvernement, où Carole Grandjean est partie et où on n'a plus, où on n'avait plus de ministre ou de secrétaire d'État délégué à l'enseignement ou à la formation professionnelle. Donc vous voyez les champs de mission, s'afficher sur l'écran, hein, on est sur, la proposition d'orientation en matière d'enseignement professionnel, de formation professionnelle, le dialogue avec les différents acteurs du quadripartisme, de la coordination de travaux dans une logique interministérielle, hein, en transversalité, et la mise en place d'un suivi sur les politiques de l'enseignement et de la formation professionnelle. Alors derrière ça, il se cache quelques dossiers un peu phares qui avaient été évoqués, il y a déjà quelque temps en arrière, sur lesquels je vais revenir très rapidement parce qu'il y a des choses qu'on sait, puis d'autres qu'on sait un peu moins. Dans les dossiers de travail, il y avait la question de la reconversion et des transitions professionnelles. Sur ça, il n'y a pas eu encore beaucoup d'évolution. L'idée, c'était de faire le point et peut-être d'aller dans une simplification. Il y a eu des projets, notamment, du côté, des organisations patronales, hein, qui ont proposé une fusion, des dispositifs de reconversion professionnelle. Pour l'instant, il n'y a pas de travaux, précis, sur ce volet-là. 2e point d'actualité ou de travail, le financement de la formation professionnelle. On va y revenir parce qu'on va regarder un petit peu le côté budgétaire. Il y a une commission d'enquête qui avait été mise en place au niveau de l'Assemblée nationale. Elle a eu le temps de faire, ses travaux, mais l'Assemblée a été dissoute, donc les travaux n'ont pas été adoptés dans le cadre de l'Assemblée, donc il est probable que le rapport ne soit jamais publié. En tout cas, ça reste quelque chose qui, est, sur le bureau du Haut Commissariat à l'enseignement
l'enseignement et la formation professionnelle. On avait un travail aussi sur les certifications professionnelles. Vous savez qu'il y a eu une grosse régulation sur la partie, on va dire certification enregistrée sur demande, auprès de la commission de la certification professionnelle. L'idée, c'était de faire le même type de travail de régulation sur, les enregistrements de droits, notamment avec les ministères et les CPC, hein, les commissions, professionnelles consultatives. Alors, il y a un travail qui a été amorcé, il y a des feuilles de route qui, sont existantes, mais le problème, c'est que les textes sont pas passés devant toutes les instances et que pour l'instant, bah, la situation politique fait que ça ne risque pas de beaucoup avancer d'ici la fin de l'année. Le dernier grand travail, objet de travail, c'est la qualité, de façon un peu globale, hein, la qualité au sens Qualiopi, mais pas uniquement, hein. La régulation, les pouvoirs de contrôle des organismes par rapport à la qualité. Donc là, on a un rapport de l'IGES qui est sorti récemment, hein, sur, la question de la qualité, qui est très intéressant, je vous enjoins à aller regarder, qui propose un certain nombre de pistes d'amélioration, notamment sur, les bases du constat que finalement, le fait d'avoir mis en place un référentiel unique a peut-être, été très positif, mais que plus de 99,5 des organismes obtiennent sans problématique, le label Qualiopi et que c'est peut-être pas si différenciant que ça et il y a encore des marges de manœuvre peut-être en progression sur un certain nombre de sujets, notamment l'apprentissage, et le suivi des formations à distance. Donc il y a des préconisations, il y a des groupes de travail qui se tiennent, qui ont déjà commencé au niveau national là sur le mois de juin sur la question de la qualité. A priori, la feuille de route, est maintenue, hein, elle est sous l'égide du haut commissaire à l'enseignement et à la formation professionnelle. La question, c'est de savoir, comment ça va pouvoir se traduire, par quelque chose. Il y aura sans doute une feuille de route, au mois de septembre, mais, dans quoi elle va s'inclure? Est-ce qu'il y aura un véhicule législatif pour, aller plus loin là-dessus? Là, je vous avouerai que, hein, pas de boule de cristal sur, la situation politique, donc ça sera des choses à suivre plutôt sur la fin de l'année. Donc vous allez me dire finalement quoi retenir de tout ça, sur le côté gouvernance. Je dirais peut-être 4 points clés. Point clé numéro un et vous l'avez, je pense, tous en tête, on est sur des budgets qui ont plutôt tendance à être revus à la baisse qu'à la hausse. Vous savez que le ministre de l'économie a annoncé donc, à peu près 10 milliards d'euros de coupes budgétaires de façon un peu globale, hein, puisque on n'est pas en face, de ce qui était prévu en termes de PIB et puis on a une dette qui s'est, sensiblement accrue. Donc la formation professionnelle, fait pas exception à cette nécessité de faire des restrictions. Là, je vous ai affiché les éléments par rapport, au budget de France compétences. Donc on a un budget rectificatif sur 2024 qui est en baisse, d'à peu près 500 millions d'euros. Encore un déficit important d'à peu près 1 milliard d'euros sur, cette année 2024 avec la possibilité d'aller chercher, des compléments auprès des banques, hein, avec des systèmes d'emprunt qui sont aussi coûteux parce qu'il y a les intérêts à rembourser par la suite, jusqu'à 3 milliards d'euros. Donc voilà, un système financier, contraint qu'il faut bien avoir en tête parce que quand on va reparler ensuite, des dispositifs, les dispositifs, ils évoluent sur ce terrain-là. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est qu'on continue à être dans une logique de régulation. Je prends un exemple, au niveau des opérateurs de compétences, mais c'est vrai sur tout le système de formation, cette question de la régulation. Au niveau des opérateurs de compétences, il y a un texte qui est sorti, le 28 juin 2024 qui vient renforcer, les possibilités de contrôle des opérateurs de compétences par rapport au dépôt et à l'enregistrement des contrats en alternance. Je vous mets en lien aussi, puisque j'ai essayé d'être assez exhaustive sur la veille, un autre arrêté, mais qui est plus anecdotique sur le renouvellement des commissaires au gouvernement, hein, qui existait déjà. Il y avait déjà des commissaires au gouvernement dans tous les conseils d'administration d'OPCO. On va juste changer les personnes, mais le système de présence de l'État au sein des conseils d'administration est toujours bien là. Alors en quoi c'est important ce texte sur le contrôle des contrats, en alternance? C'est simplement que ça donne, une ouverture encore plus importante au niveau des opérateurs de compétences sur la logique de contrôle. 2 points importants. Première chose, il y a plus de points qui vont être contrôlés
quand on va aller déposer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation auprès d'un OPCO. Le périmètre du contrôle est plus ouvert, notamment au niveau des obligations qualité, notamment au niveau des habilitations qui n'étaient pas systématiquement vérifiées. Là, les OPCO vont pouvoir vérifier si le CFA a bien l'habilitation, par exemple, pour mettre en place la certification qui est proposée dans le cadre du contrat d'apprentissage. Vérifier aussi qu'on n'est pas dans le cadre d'interdiction de recrutement qui peuvent exister dans certains cas. Donc voilà, toute une batterie de tests et d'éléments complémentaires qui vont être contrôlés. Le texte est très large puisque il dit que les opérateurs de compétences peuvent refuser finalement une prise en charge par rapport à n'importe quel type de non-conformité, c'est-à-dire des non-conformités qui peuvent être relatives à toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle. Ça va très très loin. Ça veut dire que s'il y a une non-conformité par rapport à un accord de branche, l'opérateur de compétences peut la relever. Et si ça justifie un refus de prise en charge, bah, il va y avoir une décision motivée de refus qui va être envoyée à l'organisme. Et donc, en conséquence, une absence d'enregistrement de contrôle. Donc, on est vraiment sur de la régulation pour un respect encore meilleur du cadre juridique. Autre point qu'on peut retenir, c'est le troisième et il y en aura 4, c'est qu'on avance sur la structuration de la mise en place du nouveau réseau pour l'emploi et sur la structuration de France Travail. Alors là, je vais vous renvoyer au temps fort du mois dernier, puisqu'on a eu la chance d'avoir pas mal d'acteurs qui sont venus expliquer qu'est-ce que le réseau pour l'emploi. Depuis le temps fort, il est sorti un décret qui vient préciser la mise en place des comités territoriaux pour l'emploi avec 3 échelons géographiques, des comités régionaux pour l'emploi, des comités départementaux pour l'emploi et des comités locaux, à chaque fois avec des représentants du réseau pour l'emploi, hein. Donc le réseau pour l'emploi, ça veut dire France Travail, ça veut dire l'État, ça veut dire la région, ça veut dire les missions locales, le réseau des Cap Emploi et des acteurs partenaires, notamment les conseils départementaux. Et puis, un objectif de coordination de ces différents échelons territoriaux avec au moins une réunion plénière annuelle qui va permettre de faire le point sur les stratégies mises en place, sur l'accompagnement plus près des territoires en lien avec les différents opérateurs. Donc, on est vraiment sur une structuration de ce réseau pour l'emploi qui avance et qui se structure avec les derniers textes qui étaient attendus qui sont publiés. Et puis le dernier point, il fera pas l'objet de quelque chose dans mon support parce que ça vient juste d'arriver, c'est quand enfin la plateforme France Travail est débloquée. Je fais du lien là avec la question de la gouvernance parce que c'est bien un travail de fond du haut-commissaire et de la DGEFP pour aller débloquer des budgets, hein, parce que le problème de la plateforme VAE, c'est que sa fermeture était liée au fait qu'il y avait plus suffisamment de budget pour continuer à financer le système. Donc il y a 80 millions d'euros qui vont être injectés sur la plateforme de manière à régulariser les dossiers en cours et de réouvrir la plateforme jusqu'à la fin de l'année, mais sur un périmètre très limitatif. Pas du tout le périmètre qui était prévu à l'origine, puisque derrière, c'est une vingtaine, une trentaine de certifications uniquement, et dans un domaine ciblé qui est le domaine du soin à la personne. Donc on n'est pas encore sur ce qui était prévu au démarrage, dans le cadre, de, la préfiguration et puis il manque encore des textes, et va se poser la question du financement de toute façon sur 2025. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça fait 1 mois et demi qu'on était sur une suspension de la plateforme. Voilà du côté de la gouvernance, Christine, pour les quelques points qu'on peut peut-être avoir en tête. Est-ce que, Alexia, il y a des questions qui arrivent dans le chat, notamment, Oui? pour, pardon, détailler ce que signifie IAE. Oui, alors j'ai fait une petite formulation sur les les comités départementaux. Donc, c'est insertion par l'activité économique et les acteurs de l'insertion par l'activité économique sont associés dans le cadre du réseau pour l'emploi. Ils sont pas identifiés en tant que tels dans le réseau, mais ce sont des partenaires. Et donc, du coup, ils seront associés dans le cadre notamment des comités départementaux avec des logiques de commission inclusion qui intègrent ces acteurs de l'insertion par l'activité économique. Et la question juste au-dessus, alors je pense que c'était pendant cette slide aussi, hein, France VAE, donc
Ouais, alors c'était pas directement connecté à la question du réseau pour l'emploi, c'était Non. un quatrième point complémentaire et sur le fait de la réouverture, mais dans des limites assez strictes et avec des questions sur le budget 2025 pour France VAE. Ce qui veut dire que si on n'est pas sur les 26 certifications du domaine du soin qui vont être réouvertes dans le cadre de la plateforme VAE là sur la fin de l'année, c'est la procédure de droit commun antérieure qui s'applique. Donc ça veut dire que on va chercher un accompagnement VAE sur d'autres financements, notamment par exemple sur le CPF. Et donc, du côté des dispositifs d'accès à la formation, quels sont ceux qui évoluent ces derniers temps? Alors, si on laisse du côté la gouvernance et qu'on va du côté des dispositifs, hein, il y aura pas trop de secrets. C'est toujours un peu les mêmes qui évoluent. Mm. Donc, on va en aborder quatre ensemble. Le CPF, avec quelques actualités sur le CPF, quelques actualités du côté de l'alternance, mais on est vraiment sur le versus financier de l'alternance. La préparation opérationnelle à l'emploi individuel, qui a sensiblement évolué avec la disparition de l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement. Et puis on fera un petit détour par le FNE Formation, le Fonds national pour l'emploi, là aussi qui a été toiletté par une instruction qui date du mois d'avril. Donc 4 dispositifs sur lesquels je vous propose de faire un petit focus. C'est pareil, l'idée c'est de vous faire un point de veille, hein, donc de vous lister des points clés pour attirer votre attention, votre vigilance sur ces dispositifs. Et après, n'hésitez pas à poser des questions hein, pour aller sur les compléments, parce que je serai forcément pas exhaustive sur les thématiques. Je vais repartager mon écran pour aller voir du côté du CPF. Alors, donc actualité côté CPF, il y a pas mal de choses qui se passent du côté CPF. Peut-être redire, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une enquête de la DARES qui vient de sortir, hein, sur les chiffres du compte personnel de formation sur 2023, qui est très intéressante, sur, les tendances, hein. Si on dévoile un peu ce que dit cette enquête, c'est qu'on est sur une tendance à la baisse par rapport au nombre de formations financées dans le cadre de ce dispositif-là moins 28% hein, entre 2022 et 2023, et sachant que la baisse se poursuit sur 2024. Toujours un hit parade qui place le permis de conduire en top 1 des formations qui sont le plus financées via la plateforme, et toujours une logique de régulation. Je vous ai mis en exergue 3 points essentiels qui me semblent importants de retenir par rapport au CPF sur les dernières semaines. Premier point qui date d'un décret de mai 2024, il y a quelques petites modifications sur les conditions d'éligibilité du CPF pour le permis de conduire justement, qui est vraiment ce qui coûte cher à la plateforme puisque il y a un recours massif au CPF pour financer les permis. Vous savez qu'il avait été élargi le permis, c'est-à-dire que derrière l'éligibilité, on a tous les permis de véhicules terrestres. Ça veut dire poids lourds, véhicules légers, moto, permis B, et cetera. Et on s'est vite aperçu que bah, ça créait un effet d'aubaine, notamment pour des personnes qui avaient déjà un permis pour aller en chercher un autre. Et c'était pas du tout la logique dans laquelle se place à l'origine le dispositif, hein. Normalement, l'idée de l'éligibilité des permis, c'est de lever des freins à l'insertion professionnelle ou des freins à l'évolution dans un parcours professionnel. Donc, le décret vient réguler tout ça en disant en gros que si on a déjà un permis voiture valide, on va pas pouvoir utiliser son CPF pour aller se former sur le permis moto et vice-versa. Par contre, si on a un permis voiture, mais qu'on veut faire un permis poids lourd dans le cadre d'une insertion professionnelle, on peut toujours le faire, hein. C'est pas non plus totalement restrictif. Ça veut dire que il y a des contrôles supplémentaires qui pourront être faits sur les auto-écoles qui dispensent ces formations-là dans le cadre de la plateforme Mon compte formation, puisqu'en fait elles doivent vérifier auprès des stagiaires que effectivement les personnes n'ont pas un premier permis. Et il y a des attestations sur l'honneur à fournir et donc il y a une vérification aussi qui pèse sur les structures d'accompagnement.
Donc ça, c'est un point qui n'est pas anecdotique par rapport à la masse financière que ça représente au niveau de la plateforme. Autre point qui va aussi dans un volet de restriction budgétaire, même si derrière, c'est aussi, affiché dans une logique de responsabilisation des utilisateurs, c'est la fameuse mise en place du ticket modérateur, hein. Donc ça, c'est un décret du 29 avril 2024 qui s'est mis en place début mai. Donc vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un reste à charge de 100 € qui, est, actif sur la plateforme, qui ne peut pas être pris en charge et intégré sur une matrice financière d'organisme de formation, hein, c'est totalement interdit. Donc le principe, c'est qu'un salarié, par exemple, qui souhaite financer, une action de formation dans le cadre du CPF, si, mettons qu'il a 2 000 € sur son compteur, et que, il va chercher, une action de formation qui coûte 2 000 €, bah, il pourra pas utiliser la totalité de ces 2 000 €. En fait, il devra utiliser, 1 900 € et il restera, à charge, 100 € de façon systématique. Il y a quand même des exceptions, sur la mise en place de ce ticket modérateur. Alors déjà, il y a une exception, logique qui est celle des agents publics, puisque de toute façon, leur CPF n'est pas monétarisé. Donc, il y a pas d'euros sur le CPF des agents publics, il y a des heures, donc on ne pouvait pas, retirer un ticket modérateur. Et puis, il y a des exceptions qui étaient prévues dans le cadre de la loi de finances qui avait prévu ce principe de modération. Les demandeurs d'emploi, ne sont pas, soumis, à ce principe de reste à charge. Les titulaires d'un compte personnel de formation qui font l'objet d'un cofinancement de la part de leur employeur ou de la part d'un opérateur de compétences ne sont pas non plus, dès lors qu'on est bien sur une action liée à ce cofinancement, astreints au ticket modérateur. Des personnes qui utiliseraient leurs droits, liés au compte professionnel de prévention, au C2P, donc des salariés qui sont exposés à des facteurs de pénibilité, hein, qui ont des points qui peuvent être convertis en euros sur leur CPF au titre de la pénibilité, dès lors que c'est pour, sortir de la pénibilité et se reconvertir, ne sont pas soumis au ticket modérateur. Et puis enfin, les titulaires de CPF qui, bénéficieraient d'un abondement de la caisse d'assurance maladie, dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, c'est un abondement spécifique qui peut aller jusqu'à 7 500 €, mais qui suppose un taux d'incapacité, de plus de 10. Ces personnes, de la même manière, sont exonérées, du ticket modérateur. Donc on est sur, des cas de figure, exceptionnels. Le principe, c'est le paiement. La plupart des salariés doivent être dans la logique de payer, un reste à charge de 100 € et ensuite il y a des cas particuliers. On va voir si ça a une incidence sur la baisse, qui est déjà amorcée, hein, par rapport à l'utilisation, du compte personnel de formation. Dernière petite évolution sur, le CPF, elle est plus, réduite, c'est par rapport aux bénévoles des associations. Je ne sais pas si vous avez encore en tête ce volet-là parce qu'on en parle très peu. Il existe encore un compte d'engagement citoyen. Il existe depuis 2016, il n'a pas été supprimé. Ce compte d'engagement citoyen, il permet à des, volontaires ou des bénévoles qui, ont une activité de volontariat ou de bénévolat pendant un certain temps, d'acquérir des droits qui peuvent être combinés, en euros sur leur, compte CPF. Ce principe, il est ouvert notamment, personnes qui, sont, réservistes, aux maîtres d'apprentissage également et puis il est ouvert aux bénévoles d'associations. Et donc on a eu une loi en mois d'avril 2024 sur l'engagement bénévole qui a pour but de favoriser justement, l'engagement des personnes dans la vie associative et dans le cadre de cette loi, il y a eu quelques assouplissements par rapport, au, compte d'engagement citoyen et donc potentiellement au CPF des bénévoles d'associations. On a ouvert, un peu plus, la cible, ça veut dire que des délégués de défenseurs des droits qui jusqu'alors étaient exclus peuvent bénéficier du compte d'engagement citoyen et de droits CPF. Et puis surtout, on a, un petit peu desserré l'étau jusqu'à présent, pour pouvoir,
prétendre à des droits sur le compte d'engagement citoyen, il fallait être sur une association loi de 1901 qui existait depuis plus de 3 ans, être bénévole dans une association loi 1901 qui existe depuis plus de 3 ans, faire partie du conseil d'administration ou être en charge d'encadrement. En fait, la loi limite cette barrière en passant le seuil de 3 ans à un seuil d'1 an de bénévolat dans une association, ce qui est plus profitable, hein, ce qui permet une ouverture normalement un peu plus importante des droits compte d'engagement citoyen pour les bénévoles. Et on reconnaît la possibilité effective de systèmes d'abondement complémentaires dans le cadre d'un montage compte d'engagement citoyen et CPF pour le bénévolat. Donc voilà, c'est une petite ouverture qui n'aura pas forcément des conséquences en termes de flux très très importantes, mais qui est intéressante à noter si vous accompagnez des personnes qui sont dans le cadre d'activités de ce type-là. Je vous enjoins, il y a un compte, il y a un accès internet spécifique qui est assez clair, qu'on pourra vous noter dans l'infographie, qui résume hein, toutes les conditions du bénévole dans le cadre de ce lien avec le compte d'engagement citoyen. Voilà ce que je pouvais dire sur le CPF. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être qu'on peut Mmh. les prendre au fur et à mesure avant de passer sur un autre dispositif. Profitons-en, oui, merci Alexia. Effectivement, si on refait un tout petit saut de plus en arrière sur, la mise en place du ticket modérateur, on a, une première question qui est sur la dernière exception, je pense. Combien le pourcentage en cas, d'arrêt de travail? 10%. Mmh. Et une question aussi, est-ce qu'un salarié inscrit à France Travail qui souhaite mobiliser son CPF avec un cofinancement personnel est exonéré du ticket modérateur? Alors là, ce qu'il va falloir voir, c'est que le statut principal de la personne, parce que le salarié inscrit à France Travail, ça veut dire qu'en fait, s'il est demandeur d'emploi sur une partie, ça veut dire que vous envisagez quelqu'un qui est sur une activité partielle. Je pense que c'est ça, il faudrait que vous me précisiez un peu la question. Le principe, c'est les demandeurs d'emploi de façon globale, hein. Il n'y a pas de distinction en fonction de catégorie de demandeurs d'emploi. Oui, c'était ça, ta question, ouais. Et je remercie les compléments sur le Voilà. CEC, sur le niveau Mmh. d'heure. Effectivement, il faut 200 heures d'activité de bénévolat sur une année pour pouvoir prétendre à une tranche possible de financement sur le compte d'engagement citoyen, sachant que c'est des tranches qui peuvent s'ajouter jusqu'à 732 € au maximum. Merci pour les compléments. À plusieurs, Oui. ça va tout de suite mieux. Ouais. Peut-être qu'on passe au prochain et puis qu'on reprendra des questions sur la Mmh. suite. Je regarde question Il y avait du une dernière timing. question, salarié en insertion professionnelle aussi, Alors pareil, toujours, salarié en insertion professionnelle, la question là va être vraiment pour la question de ça s'applique ou ça s'applique pas, il faut regarder le statut juridique précis de la personne, hein. Donc si la personne elle est salariée et que son statut c'est salarié et pas demandeur d'emploi, dans l'absolu, elle est pas sur les exceptions. très bien. Merci Alexia. Mais si vous avez d'autres questions, on y revient pour la suite. Je passe au 2e zoom, le zoom sur l'alternance. Donc sur l'alternance, je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ça fait partie de la logique de synthèse de veille. 2 petits points, un point du côté des contrats de pro et un point du côté des contrats d'apprentissage. Alors sur les contrats de professionnalisation, la nouvelle, mais vous l'avez tous vu, j'en suis certaine, c'est la suppression de l'aide exceptionnelle de 6 000 € pour l'embauche d'un stagiaire en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans, hein, qui résulte d'un texte qui s'applique depuis la fin du mois d'avril. Ça, c'est à mettre au regard, c'est pour ça que je vous ai présenté la slide en 2 temps, d'une diminution déjà assez sensible du nombre de contrats de professionnalisation depuis 2020, hein. Si vous voyez les chiffres, qui sont, issus, d'un schéma, proposé par la DARES, vous voyez qu'il y a une nette tendance à la baisse, depuis 2020 du nombre de contrats de professionnalisation. Là, vous avez les 2 cibles, plus de 25 ans, moins de plus de 26, moins de 26 ans. C'est d'autant plus perceptible où il y a le plus de concurrence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, c'est-à-dire sur le public jeune.
hein. Le fait de supprimer l'aide exceptionnelle qui normalement au départ était prévue pour couvrir jusqu'à décembre et qui a fait l'objet d'un texte particulier pour revenir sur le principe et dire que finalement on s'arrêtait au mois d'avril, est pas forcément un signal positif par rapport à la baisse déjà amorcée sur le contrat de professionnalisation. Ceci étant, on reste dans une logique de soutien politique à l'alternance et notamment au contrat d'apprentissage, qui lui reste sur des horizons en termes de chiffres très importants. Par contre, il y a un travail qui a été demandé par la DGFP, France Compétences, aux branches professionnelles sur les niveaux de prise en charge, avec un focus particulier sur certains niveaux de certification, les niveaux 6 et les niveaux 7, parce que les niveaux de prise en charge étaient jugés excessifs sur ces niveaux de certification, et qu'il était attendu un effort de la part des branches professionnelles à hauteur d'environ 3. Le travail, il a été fait, il a été, mené, sur un rythme très rapide, par France Compétences avec les branches professionnelles, avec, pas un lissage complet, hein, sur les mêmes niveaux. Il peut y avoir encore des différences d'une certification à une autre, mais on vient d'avoir la publication, là c'est tout récent, du nouveau décret de carence, hein, qui fixe les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque les branches ne sont pas prononcées ou lorsqu'elles ne se sont pas conformées aux recommandations de France Compétences. Et ce nouveau décret de carence, il prend acte de ce travail sur les niveaux 6 et les niveaux 7. Donc on a en gros une grosse mise à jour du référentiel unique de prise en charge pour tous les contrats qui vont être conclus à compter du 15 juillet 2024. Et ça ne veut pas dire que c'est la dernière modification, hein, puisqu'on est toujours sur ce terrain financier un petit peu compliqué, avec un modèle d'équilibre qui peine à se trouver. Donc il faut s'attendre peut-être à encore des évolutions. Mais en tout cas, il y a ce premier niveau de diminution sur certains niveaux de prise en charge à prendre en compte là sur les contrats pour la fin de l'année. Et puis, sur l'alternance, une autre actualité qui a pas de lien direct avec la question du financement. On l'avait évoqué pendant le rendez-vous de la réglementation du mois de janvier. Il y a une nouvelle, réglementation sur, les contrats d'apprentissage transfrontaliers, qui s'est mise en place. Il y a encore un texte qui vient de sortir, cette fois-ci qui est plus sur le volet opérationnel, c'est-à-dire sur la procédure de dépôt des contrats d'apprentissage transfrontaliers, sur les règles qui s'appliquent et puis sur tous les systèmes d'obligation. Le principe, c'est un système de procédure dérogatoire à la procédure de droit commun, spécifique au contrat d'apprentissage transfrontalier, avec un opérateur unique qui est l'OPCO EP, hein, entreprise de proximité, qui va gérer l'ensemble de ces typologies de contrats qui permettent à un apprenti d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, hein, dans un pays frontalier de la France. Donc ça reste une perspective de mobilité intéressante et il faut savoir que, on est sur une réglementation du coup un peu à part, sur, les procédures d'enregistrement et de suivi. Voilà ce que je pouvais dire du côté, des actualités alternance. Je regarde Maud pour, Est-ce le qu'on peut suivi des questions. on peut faire juste un petit rappel, pour tout le monde, les niveaux 6 et 7, ça correspond à quel, niveau de diplôme? Oui, alors on est sur le niveau 6, c'est la licence et les diplômes de niveau supérieur. Merci. C'est tout pour l'alternance. Mmh. OK, parfait. Alors si c'est tout, ben, on continue, ça nous permettra de rester bien dans le timing. Je vous propose de continuer la valse des dispositifs pour s'arrêter sur, un autre dispositif. Donc on change de typologie, cette fois-ci, on va regarder du côté des dispositifs, à la main de France Travail. Il y a une évolution majeure avec, la fin d'un dispositif qui était l'action de formation préalable au recrutement et un renouveau autour de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Alors c'est quelque chose qui était attendu, il était attendu une fusion entre ces 2 dispositifs. Elle était, évoquée dans le rapport de synthèse sur la concertation par rapport à France Travail et elle était déjà évoquée dans la loi plein emploi, hein, qui a été votée, au mois de décembre de l'année 2023. Donc on attendait simplement les textes, officiels, qui
qui sont de 2 types. Là, je vous cite, le décret par rapport à la préparation opérationnelle à l'emploi, mais il y a aussi une délibération de France Travail sur la fin de la FPR qui est un peu plus, qui a précédé, ce texte du 18 juin. Donc la FPR n'existe plus, et du coup, on est sur une préparation opérationnelle à l'emploi individuel qui est un peu élargie pour que, on reprenne une logique, qui va vous rappeler la FPR, en tout cas sur les typologies de contrats qui doivent être signés, après le dispositif. Le principe, c'est quoi? C'est que, bon, on est sur un système d'aide au financement dans le cadre d'une logique de recrutement, hein. Donc on a une entreprise qui a une offre à pourvoir, et derrière, elle cherche, un candidat, qui corresponde, à cette offre de recrutement, déposée auprès de France Travail et donc elle offre une suite possible en termes de contrat à la suite d'une formation qui va se mettre en place de manière à ce que la personne soit bien en face, des attentes de l'employeur. Ça, c'est le mécanisme de l'APO et de la FPR. Il y avait finalement peu de différence entre l'action de formation préalable au recrutement et la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Les différences essentielles tenaient à, la nature de l'engagement que devait prendre l'employeur à l'issue de la formation. En gros, la FPR, c'était un engagement sur un contrat court et la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, un engagement sur un contrat plus long. Aujourd'hui, on fait fi de ces différences-là et derrière, l'idée, c'est que, par rapport à la nouvelle préparation opérationnelle à l'emploi individuel, l'employeur doit proposer quoi? À l'issue de la formation, hein, soit un CDI, soit un CDI intérimaire, soit un CDD, soit un contrat en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de pro de 6 mois minimum, alors qu'on était sur 12 mois auparavant, donc on revient sur des contrats plus courts. Un CDD saisonnier d'une durée minimale de 4 mois ou des contrats de mission d'au moins 6 mois cumulés sur 9 mois après la formation. Donc on est sur une typologie assez large de possibilités, de suite de contrats. Le décret dit qu'il est possible à l'employeur de recourir à du tutorat, d'accompagnement dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. L'idée, c'est de, solliciter, au sein des salariés de l'entreprise un tuteur volontaire, bien sûr, déjà, premier point. Un tuteur qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en lien avec, les activités, qu'on propose, de confier dans le cadre de l'annonce, hein, dans le cadre de l'emploi qui est proposé. Et l'idée, c'est que ce tuteur, bah, contribue à accompagner, le demandeur d'emploi, qui va être positionné, hein, sur l'acquisition des compétences et qu'il assure le suivi et l'évaluation de la formation. Donc ça, c'est une possibilité. Derrière, il y a toujours aussi la possibilité de recourir à un organisme de formation externe, hein, qui va, former la personne, au profit de l'employeur pour qu'ensuite, la personne puisse, occuper valablement, ses missions. Derrière ça, donc on a, des précisions sur les typologies de formation et surtout sur les durées de formation qui sont ouvertes dans le cadre de la préparation opérationnelle. Donc, vous les voyez s'afficher, 300 heures pour une formation réalisée 100 en tutorat ou dans le cadre d'un emploi saisonnier. 450 heures pour une formation réalisée, par un organisme de formation interne, ou externe. Donc interne, ça veut dire un vrai organisme déclaré au sein de l'entreprise, hein, avec, respect des obligations du code du travail ou un organisme de formation externe. C'est également 450 heures maximum sur, une modalité hybride et jusqu'à 600 heures, lorsque, on est sur une formation qui bénéficie à un demandeur d'emploi visé par le plan d'investissement dans les compétences, donc sur les publics cibles prioritaires, de ce type d'accompagnement. L'idée, c'est que la formation se déroule sur une période maximale de 6 mois et puis on reste sur des horizons financiers qu'on connaissait déjà avec, notamment la FPR, donc une aide versée par France Travail qui va être limitée à 5 € de l'heure pour le tutorat et qui va dépendre en fait du devis, pour, la mobilisation, de l'organisme de formation interne ou externe. Donc là, c'est un système, de négociation sur un devis qui doit être validé par France Travail avec, la production d'un bilan
en fin de formation. Donc on est sur un système un peu différent qui laisse plus de souplesse, puisque je rappelle que la FPR comme la préparation opérationnelle ancien format, on était sur 400 heures maximum. Là, on est sur quelque chose à géométrie variable, où on fait jouer les modalités, où on intègre la possibilité du tutorat, parce que derrière, on a en tête notamment la modalité AFEST, qui est totalement possible dans le cadre de ce dispositif préparation opérationnelle à l'emploi individuel, hein. Elle est bien inscrite avec la possibilité de l'utiliser dans l'entreprise et d'associer le tuteur dans ce cadre-là. Ça c'est quelque chose d'intéressant et puis c'est sans doute quelque chose qui simplifie, et qui est plus, lisible pour, les recruteurs, pour les entreprises, puisque ça fait un dispositif d'aide, pour, le recrutement à côté, du choix possible de l'alternance avec le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Au lieu d'avoir un système, avec, 2 entrées qui étaient pas toujours faciles à comprendre entre la FPR et la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Je parle pas de la préparation opérationnelle à l'emploi collectif qui demeure bien sûr, hein, là où on est sur une logique de besoins remontés par, différents employeurs, au niveau des branches professionnelles et où c'est l'opérateur de compétences qui va être l'interlocuteur, privilégié. Peut-être des questions sur, la FPR et la préparation opérationnelle avant qu'on passe sur le dernier point qui sera sur le FNE? Oui, il y a une question, notamment sur le niveau de formation, pour, bénéficier d'une POEI. Est-ce que tout niveau de formation est ouvert à la POEI? Et par exemple, la personne pense à des formations dans le domaine du management. OK. Alors, en fait, on n'est pas sur une logique de, niveau, hein, comme on peut le retrouver sur certains dispositifs, hein. Votre question, elle est intéressante. On le retrouve, par exemple, sur la proie, qui est limitée, à certains publics cibles. Si on a plus que le grade de licence, on peut pas bénéficier du système de la proie. Là, le principe, il est pas sur, un système de niveau, il est vraiment sur, la, on va dire la fiche de poste, hein, et puis, la typologie de l'annonce telle qu'elle est formulée par l'employeur. On est vraiment sur la formation qui répond aux justes besoins de l'employeur par rapport à l'annonce qui a été formulée. Donc, ce qu'on cherche à accompagner, c'est certes un demandeur d'emploi, mais c'est aussi l'entreprise dans le cadre de son recrutement. Donc, on n'est pas figé sur un niveau particulier, ça va dépendre de ce qui est déposé par l'employeur en termes de typologie d'offre. Autre, question, qui verse l'aide pour une formation réalisée par l'employeur dans le cadre du tutorat? Alors l'aide, elle est versée par France Travail. Mmh. Et pareil au niveau financement, autre question, il est noté 5 € de l'heure pour le tutorat. Dans le cadre de la formation externe, a-t-on un taux horaire moyen néanmoins? C'était 8 € net de l'heure sur l'ancienne POEI. Effectivement, c'était 8 € de l'heure sur l'ancienne POI. À dessein, là, j'ai rien noté parce que le décret dit bien que c'est en fait sur devis validé par France Travail. Donc ce qui laisse potentiellement des marges de manœuvre supplémentaires. C'est ça. Merci, c'est tout pour les Sach questions. Sachant que les enveloppes financières derrière, hein, au niveau de France Travail, ont pas forcément énormément bougé. Par contre, ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est qu'elles étaient sous-consommées, les enveloppes financières existantes. Donc, il y a peut-être aussi une volonté d'aller, être un peu plus dans la communication sur ce dispositif-là, du côté de France Travail. Merci. Alors, on passe sur le dernier dispositif avant de rouvrir peut-être un temps de questions un petit peu, global. Sur le dernier dispositif sur lequel je voulais attirer votre attention, hein, parce que, on pourrait, faire cet exercice-là pendant très, très longtemps, bien plus qu'1 heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a toujours des textes qui viennent sur des petits points de détail. Donc dernier dispositif, le Fonds national pour l'emploi, le FNE, qui est un dispositif qu'on a redécouvert au moment de la crise sanitaire, qui avait été, voilà, qui était existant, mais qui était pas du tout utilisé avant la crise sanitaire, qu'on a associé au moment de la crise sanitaire essentiellement à la question, du chômage technique, hein, de l'activité partielle et l'idée c'était de pouvoir, utiliser, des fonds qui viennent de l'État. Donc là, pour le coup, on est hors des budgets de France compétences, on est bien sur des fonds qui ne viennent pas de la cotisation, des entreprises et qui sont directement sur le budget de l'État, pour, accompagner les entreprises, dans une logique un peu de rebond, hein, post, crise, sanitaire.
Ce dispositif-là, il a été, tricoté, détricoté et retricoté plusieurs fois, avec des évolutions, hein, au niveau, du public cible, au niveau des conditions et cetera. Là, il y a une dernière instruction qui date du 30 avril 2024, sur laquelle il faut à mon avis retenir, 3 points essentiels. Donc je rappelle que c'est un dispositif qui est ouvert pour la formation des salariés, hein. La cible, c'est les salariés dans les entreprises du secteur privé. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises, à travailler la formation par rapport à un certain nombre de grandes transitions. Aujourd'hui, c'est ouvert à toute typologie d'entreprise. Par contre, les conditions financières varient en fonction de la taille des entreprises, hein. C'est pas limitatif en termes d'ouverture, mais par contre, on va pas avoir des prises en charge tout à fait équivalentes en fonction des différents seuils d'entreprise, hein, notamment les plus grosses structures, vont être, dans l'obligation, de composer sur des fonds propres, alors qu'une TPE-PME peut être, prise en charge à 100 par son opérateur de compétences sur ce dispositif-là. Donc au niveau des points à retenir, déjà, c'est un dispositif qui s'ouvre avec une nouvelle priorité qui est ajoutée, autour de la transition démographique. Vous voyez apparaître dans le schéma 5 priorités, donc la transition écologique, la transition numérique, la transition alimentaire et agricole, la transition démographique qu'on ajoute et puis l'accompagnement des grands événements sportifs. Donc l'idée, en fait, c'est d'accompagner, les entreprises et donc derrière, d'accompagner le développement des compétences des salariés sur, des grands bouleversements pour, aller sur de nouveaux marchés, pour rester en face de la concurrence et cetera. On doit être vraiment sur des grands bouleversements. Je vais prendre un exemple, sur la priorité numéro 2, la transition numérique, des actions de formation en bureautique seraient pas du tout éligibles, hein. On est vraiment sur des choses qui, impactent, la stratégie de l'entreprise, qui va, par exemple, développer, l'intelligence artificielle, de la robotique, de la réalité virtuelle au service de son activité et qui doit former ses salariés pour, se tourner vers de nouveaux marchés qui intègrent, cette transition numérique. Pour la transition démographique, c'est peut-être pas très clair comme, nouvel enjeu. En fait, l'idée, c'est de, prioriser 2 typologies de population, par rapport, à l'adaptation de notre économie, à l'adaptation de l'emploi à 2 points importants. Déjà le vieillissement de la population, donc pouvoir, accompagner, des structures qui formeraient des salariés, par rapport à la prise en compte de ce vieillissement de la population et dans l'accompagnement, des personnes, plus âgées. Et puis, à l'autre bout, de la chaîne de vie, hein, plutôt les métiers relatifs à la petite enfance, et également pour être dans une logique, d'accompagnement à tous les âges de la vie. Donc, on est plutôt dans un focus sur, les métiers de la santé, du social et du médico-social par rapport à cette nouvelle priorité, transition démographique et toujours par rapport à l'idée, de faire face, hein, aux grandes transitions démographiques. Derrière les grands événements, on est sur les événements sportifs, hein, donc on était essentiellement sur, la coupe, rugby qui est passée, sur les Jeux olympiques qui arrivent, avec notamment, par exemple, la possibilité de former des agents de sécurité, par rapport, à la mise en place des Jeux olympiques, hein. Ouais, c'est un exemple de priorité. Un point qu'on peut retenir aussi, c'est que sur les priorités de 1 à 4, donc transition écologique, numérique, alimentaire, agricole et démographique, derrière les opérateurs de compétences vont adopter un double système de priorité, si on peut le dire comme ça. C'est qu'ils vont mettre sur le haut de la pile, les, formations qui cibleraient, essentiellement, le maintien dans l'emploi ou l'employabilité des publics entre guillemets «seniors», hein. Et là, c'est le lien avec, la réforme des retraites. Donc des publics âgés de 50, 55 et plus, seront prioritaires, hein, dans les prises en charge. Après, donc l'opérateur, l'interlocuteur pour, monter un dossier de FNE, c'est l'entreprise qui doit, faire le lien avec son opérateur de compétences. Il faut savoir par contre que l'enveloppe budgétaire qui est allouée aux opérateurs de compétences sur ce dispositif-là a très fortement fondu. On est passé de 96 millions, on est passé de 265 millions en 2023 à 96 millions sur 2024, hein, donc moins de la moitié, hein, donc vous voyez que ça a fondu comme neige au soleil.
Après, il y a des variations assez fortes d'un opérateur de compétences à un autre. Ils n'ont pas forcément systématiquement les mêmes budgets. Et puis, il y a une contrainte de calendrier à bien avoir en tête si vous accompagnez les entreprises par rapport à ce type de dispositif, c'est que les demandes doivent être déposées auprès des OPCO avant le 31 décembre de cette année et que les formations doivent avoir eu lieu avant le 31 décembre de l'année prochaine. Donc, c'est un dispositif sur lequel il faut surfer très rapidement si vous souhaitez accompagner des entreprises dans ce cadre-là. Ça peut être intéressant notamment pour des entreprises qui sont face à des transitions et qui n'ont pas forcément les fonds actuellement sur leur plan de développement des compétences. Ça peut aller permettre de rechercher des fonds auprès de l'opérateur de compétences, notamment sur les entreprises qui sont sur les tranches pour lesquelles aujourd'hui c'est compliqué de retrouver du financement sur le plan de développement des compétences auprès de son opérateur de compétences, hein. Je pense aux entreprises de 50 et plus. J'ai quelques chiffres sur, ce volet-là. Il y a une étude qui a été faite, dans le cadre d'un rapport au Sénat, d'un rapport parlementaire au Sénat sur le Fonds national pour l'emploi, ancienne version, hein, avant cette nouvelle instruction qui ajoute une priorité supplémentaire. On voit qu'il y a une évolution très, très sensible, en lien avec la crise sanitaire. Vous voyez les chiffres, sur le tableau. Donc, la courbe en rouge correspond au crédit ouvert en termes de financement et les histogrammes bleus correspondent au nombre d'actions de formation. Donc vous voyez que on est essentiellement sur une utilisation sur 2020, 2021, 2022, hein, donc juste le post-crise sanitaire avec une montée en charge très très importante du dispositif et puis un tassement hein, sur 2023 à la fois du côté des crédits ouverts et du côté du nombre d'actions de formation, ça va ensemble. Ce qu'on peut regarder, c'est les publics cibles qui ont bénéficié du dispositif. C'est un dispositif qui est assez inégalement utilisé. Dans ce qui remonte du rapport, parlementaire, on voit que, les ouvriers qualifiés, les ouvriers non qualifiés représentent seulement 4,1 des bénéficiaires. On est plutôt sur des publics bien qualifiés sur ce dispositif. Seul un tiers des formations bénéficient à des femmes et on a jusqu'à un quart des bénéficiaires qui ont plus de 50 ans, alors qu'en fait, ils sont public cible prioritaire, puisque je vous ai dit qu'il y a un regard à avoir particulier sur les seniors par rapport à ce dispositif. Donc on n'est pas tout à fait c'est un constat qu'on fait souvent malheureusement quand on regarde la lettre du texte et l'utilisation in fine, auprès des publics, on n'est pas toujours sur les typologies de publics qui ont le plus besoin de, la formation ou qui ont été les plus fléchés, dans le cadre d'un dispositif. Il y a encore des progrès à faire et c'est un dispositif qui, ben, voilà, cherche un peu un modèle et la question, ça va être de savoir comment il va être stabilisé par la suite parce qu'en fait, ce dispositif, il est, assis sur une réglementation qui est à part, et sur un financement qui vient en direct de l'État. Donc la question va être de savoir, quelle est sa pérennité, sur le modèle financier sur l'année prochaine, par exemple, hein. Là, on n'a pas de visibilité, d'où le fait que le calendrier, là, s'arrête sur, des demandes de prise en charge fin, décembre 2024. J'ai terminé sur ma petite, valse des dispositifs et des actualités. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le dernier, sur le FNE? Sur le dernier, oui, il y avait une question, est-ce que le FNE peut financer des actions pour les salariés dans les associations, et aussi dans les coopératives? Alors ça, faudrait qu'on le vérifie en détail. Je préfère, prendre votre question et puis, le noter, parce qu'il peut y avoir des cas de figure, particuliers sur le volet FNE. Surtout sur les coopératives, j'aurais pas la réponse directe, mais, je peux vous redonner la réponse et l'intégrer dans l'infographie. Je me le suis noté. Merci. Et après, c'était un petit point de détail, dans tu sais, dans la priorité numérique, tu avais cité des exemples, donc robotique, réalité virtuelle et le dernier point, c'était bien l'intelligence artificielle? Oui, tout à Ouais. fait. Mmh. Mmh. Voilà, c'était tout pour les questions qui sont dans le chat en tous les cas. Si on remonte un tout petit peu, il y avait je pense, une interrogation qui était peut-être aussi un peu, personnelle, en lien avec l'apprentissage. Oui. Si, les ch en fait, comment les chefs d'établissement sont au courant, alors le sont-ils? La question, c'était plutôt ça. Les chefs d'établissement sont-ils au courant des réglementations contrats transfrontaliers?
Alors, je vais faire une réponse qui n'en est pas une. À partir du moment où un texte est publié, vous avez le fameux adage nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on est censé être au courant de tout ce qui se passe au journal officiel, hein. Ça, c'est la réponse de juriste. Euh, la réponse numéro 2, c'est que il y a vraiment besoin, hein, c'est l'enjeu aussi de ces rendez-vous de la réglementation, d'avoir des moments concertés, un peu de veille pour être un peu transparent sur tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. Et effectivement, normalement, dans chacun des services, et là on pense au rectorat sur les chefs d'établissement, il y a des personnes qui font de la veille et qui doivent communiquer les éléments aux différentes parties prenantes pour que il n'y a pas d'informations qui passent à la trappe et que tout le monde soit au courant. Mais c'est vrai que bah, plus on est nombreux à faire de la veille et plus on est nombreux à interagir, à communiquer, plus on est sûr que ouais, la communication est bien passée. Merci, c'est tout pour les questions qui sont en tous les cas dans le chat. Ok. Ben, je reste disponible encore 2, 3 minutes, peut-être avant la conclusion. S'il y a des questions voilà, de dernière minute, n'hésitez pas. J'ai conscience à chaque fois que je suis rapide, mais comme l'objectif est de faire un état des lieux de veille, j'essaye de le faire de façon assez exhaustive. Et vous retrouverez tout ça dans l'infographie. Voilà. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, Alexia, un grand merci pour l'ensemble de ces éclairages autour de l'actualité de la formation. C'est vrai que, comme tu l'as évoqué, c'est encore des choses qui sont en train d'évoluer, pour lesquelles on demande à avoir une attention particulière pour non seulement comprendre, mais aussi être dans les règles pour ne pas avoir de pénalités ou autre. Bien sûr, on attendra évidemment en tout cas le prochain rendez-vous sur l'actualité de la formation que tu nous proposeras dans les temps à venir. Oui, toujours avec plaisir, Christine. On en profite, je vais repartager mon écran. Je change de casquette pour revenir sur la casquette de co-animatrice et vous faire un tout petit appel sur les open badges temps fort. Oui, c'est vrai que là, on a lancé depuis le printemps 2024 les premiers open badges pour notamment récompenser aussi tous les acteurs qui se professionnalisent on a mis en place trois open badges. Bon déjà, qu'est-ce que c'est qu'un open badge, hein? C'est un badge numérique qui reconnaît un certain nombre de compétences et des réalisations ou des connaissances que vous avez pu acquérir à travers l'activité de professionnalisation, notamment d'Amphore. Son principe du badge, c'est d'être partagé avec généralement une communauté d'acteurs entre vous. Eh bien, les open badges d'Amphore permettent, entre autres, de valoriser une appétence pour la découverte des nouveaux outils ou bien de reconnaître l'actualité de connaissances que vous mettez en œuvre sur le champ de l'EFOP. Voilà. Il y a trois badges qui sont à votre disposition. Évidemment, pour les temps forts, c'est celui de temps fort addict, hein, il faut avoir suivi trois temps forts pour pouvoir obtenir le badge. Nous avons aussi le badge aventurier du numérique en formation pour lequel il faut avoir participé à 4 ateliers pratiques et déclic. Et puis le badge explorateur des secteurs et des métiers pour lequel il faut avoir assisté à 2 webinaires sur le secteur métier. Alors, il y a une possibilité, effectivement, pour obtenir ces badges, eh bien, c'est simplement de cliquer. Là, je vais vous le mettre comment dire, dans le chat, hein, de pouvoir faire la demande pour votre badge Temps fort addict. Et puis, surtout, il est important aussi que vous ayez eu la possibilité, en tout cas, de créer votre sac à badge pour pouvoir récupérer votre badge. Et si vous avez des tas de questions, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà pour ce qui est les badges de temps fort. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Merci Alexa, merci Maude. Un grand merci, oui.
Et Merci Christine. On peut peut-être aussi clore ainsi notre saison numéro 2 des temps forts déjà, hein. Un grand merci à tous parce qu'on sait que vous nous êtes fidèles et on a eu beaucoup de monde sur cette saison 2, donc on est très 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 contente et puis on sera ravis de vous retrouver pour la saison 3. voilà, complètement. Eh bien, effectivement, les temps forts continuent pour une nouvelle saison, donc pour lesquels donc, nous serons très heureuses de vous accueillir à la rentrée. On vous souhaite de très très belles vacances à tous. À bientôt. À Au Belles bientôt. revoir. vacances à tous et n'oubliez pas la petite enquête en fin de webinaire avant de nous quitter, hein. Toujours pareil, proposez-nous des thèmes pour la suite, c'est très précieux pour nous. À bientôt, bonnes vacances.